Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. J'ai un petit écho quand même, un petit retour pas très agréable. Bon. Je vous propose un petit voyage anthropologique au sein d'une tribu, celle des acteurs professionnels du tourisme, dans un territoire exotique, la Charente et la Charente-Maritime, pour comprendre leurs mœurs, celles qui vont toucher au tourisme durable. J'ai vraiment un écho... Non, bon, c'est moi qui dois pas avoir l'habitude. Je ne suis pas une grande experte de ce genre d'intervention. Dit autrement, je vais vous exposer comment un territoire amorce le virage du tourisme durable, avec un regard anthropologique pour mettre le doigt sur la face cachée de ce chemin vers le tourisme durable. Et je vais essayer de vous montrer en quoi l'anthropologie peut être une démarche fructueuse quand on conduit des projets d'innovation ou de transformation. C'est beaucoup mieux. Merci. Donc, Charente Tourisme m'a demandé en mai dernier d'intervenir pour la journée des experts du tourisme au sujet de l'innovation et du tourisme durable. Et j'ai souhaité me rendre sur le terrain, à la rencontre de ces acteurs et à la rencontre de cette tribu pour porter un regard différent. Et je remercie encore Charente Tourisme qui m'a donné cette opportunité de conduire ce travail. Donc je suis partie une semaine sur ce territoire, je l'ai arpenté du nord au sud, d'est en ouest, à la recherche d'une grande diversité d'acteurs professionnels et de divers métiers. J'avais besoin de saturer ma rétine des réalités du tourisme durable, des faits et encore des faits, pour pouvoir dans un temps second, pouvoir plonger dans le dessous de la réalité, dans ce qui explique la logique d'acteurs, de ces acteurs, de la tribu des acteurs, je mélange les pinceaux, ce n'est pas grave, je continue. Donc mon but est d'arriver à attraper cette face cachée. Qu'est-ce que la face cachée? Ce n'est pas ce que les gens nous disent, ce qu'ils veulent bien nous dire, ce qu'ils nous montrent ou ce qu'ils veulent bien nous montrer. Non, c'est ce qu'ils font vraiment et pourquoi ils le font. Le quotidien, l'ordinaire, la banalité. Ce qu'ils ne font pas et pourquoi ils ne le font pas. Ce qui nous intéresse, c'est la diversité et ne pas lisser avec des moyennes et de la data. Ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre pourquoi de l'action de ces acteurs professionnels du tourisme. Et c'est l'anthropologie qui me permet d'accéder à cette face cachée. J'ai oublié de passer. Donc c'est l'anthropologie qui me permet d'accéder à la face cachée. De manière classique, quand on cherche à comprendre une réalité, vous voyez cette métaphore de l'iceberg, très usée mais toujours très parlante néanmoins, on reste souvent sur le dessus de la réalité, c'est-à-dire qu'on va voir, écouter les gens, et c'est déjà très bien. En tant qu'anthropologue, ce que j'essaie de faire, c'est effectivement d'aller voir, regarder la réalité visible, de manière fine, approfondie, mais surtout, à nouveau, de saturer mon regard pour que je puisse aller dans le dessous des choses, dans le dessous de la réalité, ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'au-delà de nos discours et de nos rationalités affichées, eh bien, il y a du monde. Il y a nos imaginaires, nos croyances, nos habitudes inconscientes, qui finalement orchestrent beaucoup de nos comportements et de nos décisions. Donc l'anthropologie sert à regarder la réalité autrement, pour faire autrement. Dans le monde actuel, c'est vraiment une discipline qui est extrêmement riche pour faire un pas de côté, pour emprunter des chemins de traverse. Et moi, j'ai la chance parce que j'ai ce super pouvoir. Donc j'ai la capacité à voir un peu plus que la moyenne des gens. Je vois ce qui conditionne les comportements collectifs, ce qui va influencer certaines décisions. Voilà, je suis anthropologue. Plus précisément, je suis business anthropologue. Donc j'accompagne des entreprises, des organisations sur leurs projets d'innovation et de transformation. Et donc, même voilà partie avec mon super pouvoir et quelques questions bien affûtées avec Charente Tourisme pour aller sur le terrain et voir qu'est-ce qui s'y passe vraiment et revenir avec des idées de comment faire plus et mieux. Bon, je crois que
sur... écoutez-moi, ça sera plus simple. Apparemment, je ne suis pas multitâche. Voilà, je suis vexée, mais c'est comme ça. Donc, je vous propose de partir pour la petite balade anthropologique dans ce territoire exotique que sont les Charentes. On va commencer par l'expérience vécue par les acteurs de cette tribu pour continuer vers l'expérience possible. Le premier constat qui est issu de cette immersion sur le terrain est qu'effectivement, il y a plus de conscience et plus d'action. La majorité des acteurs professionnels du tourisme de ce territoire sont tout à fait conscients des enjeux climatiques et des enjeux d'environnement. Vous me direz, ce n'est pas un scoop, c'est valable pour l'ensemble des Français. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. Vous connaissez aussi certainement le triptyque de la transformation. Donc, informer, sensibiliser, concerner, impliquer. La bonne nouvelle, c'est que les acteurs de cette tribu sont non seulement informés, mais aussi se sentent de plus en plus concernés. À vrai dire, ils ont en héritage et en partage la nature et la culture. C'est leur fonds de commerce, c'est leur capital. Et donc, on peut constater qu'aujourd'hui, ils ont bien compris qu'il fallait commencer à envisager à faire autrement, demain. Le chemin n'est pas encore clair, mais en tout cas, ils se sentent concernés pour envisager un futur différent. On constate aussi que de plus en plus de choses sont entreprises. Ils sont actifs. Et en fait, ils font tous un peu quelque chose. Il y a beaucoup d'actions très ciblées. Et c'est peut-être aussi un problème, on le verra un petit peu plus tard. Ils mettent des actions dans la gestion des eaux, gestion des déchets, ils cherchent des fournisseurs d'accès pour une énergie plus verte. Voilà, beaucoup de sujets se présentent à eux. Il y a 4 grandes catégories, et ce n'est pas exhaustif, dans lesquelles on peut voir des actions visibles. La première concerne l'alimentation, avec des propositions de plus en plus nombreuses de restauration plus saine, avec des approvisionnements locaux, en circuit court, des légumes de saison. La deuxième catégorie concerne la nature, de proximité, enfin la sienne, celle qu'on a autour de son établissement, qu'on va valoriser, protéger. On va veiller à la biodiversité, on va installer des hôtels d'insectes. Plein de choses sont faites, des petites choses et des choses plus grandes. La troisième catégorie concerne les éco-gestes qui continuent à se développer. Et la quatrième catégorie va plus concerner la pédagogie avec des communications qui embarquent des actions de sensibilisation et de pédagogie. Quels sont les problèmes que rencontrent ces acteurs professionnels du tourisme dans ce territoire? En fait, quand on décide de s'engager aujourd'hui vers le tourisme durable, c'est un peu un parcours du combattant. Le premier grand problème qu'ils vont rencontrer, c'est que le tourisme durable est un sujet complexe. En fait, quand on met les mains dans ce sujet-là, on est sur des problématiques extrêmement techniques. D'ailleurs, la première question qu'on va se poser, c'est je prends l'histoire par quel bout? Impact zéro carbone, ma mobilité, mon isolation. On a devant la table des sujets très techniques. Où vais-je trouver les ressources? Où sont les compétences? Combien ça va me coûter? Le deuxième problème qui arrive assez rapidement et qui est lié à celui-ci est qu'ils se ressentent très isolés, justement, pour affronter ce plan d'action, pour affronter ces questions. Ils se sentent avec peu de réponses qu'on leur apporte sur ces questions techniques. Heureusement, tout n'est pas sombre quand on se lance dans le tourisme durable. Il y a une chose qui est extrêmement appréciée par les acteurs qui s'y engagent, c'est que souvent la bascule vers le tourisme durable est portée par une personne. Mais le tourisme durable a cette capacité à embarquer, à motiver, à impliquer les équipes. Et vu le parcours de combattant, c'est extrêmement appréciable par les acteurs. Le second point qui est extrêmement apprécié, ce sont les labels. Pourtant, souvent décriés par leur lourdeur, sur ce sujet-là, ils sont appréciés parce qu'ils structurent l'action. Ils vont être un aiguillon dans l'action. Donc les labels sont vraiment importants et appréciés. Dans la face cachée, l'anthropologue que je suis a pu voir que, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'obstacles qui peuvent peut-être mettre en question la pérennité de l'action pour les acteurs qui sont déjà engagés. Je m'explique. En fait,
quand ils décident de s'engager, ils prennent en charge des petites actions, des micro-actions, mais qui demandent de l'énergie, qui demandent des compétences, qui demandent de l'engagement. Ils s'éparpillent un petit peu, il peut leur arriver de perdre le sens. En tout cas, on ressent aujourd'hui un certain épuisement, du fait aussi du ressenti d'isolement et de manque de soutien sur les questions techniques, avec un risque de décrochage. Vous voyez, ça fait partie des choses qui n'ont pas été dites en tant que telles. Personne ne m'a dit « je suis en train de décrocher ». Mais en tout cas, on voit des éléments poindre dans cette direction-là. L'autre élément qui se trouve dans la face cachée est le verrou d'une croyance qu'il y a une dichotomie entre le business et le tourisme durable, d'une forme d'incompatibilité. C'est-à-dire, c'est comme si on avait deux parties du cerveau, celui où, en tant qu'entrepreneur, peu importe l'activité que je conduis, je gère mon business, je développe mon business, et puis, en plus, je fais quelque chose de bien dans le développement durable. Bien évidemment, cela crée de la surcharge, et on sent un verrou mental qui va bloquer l'action, qui la bloque et qui va encore la bloquer. Vraiment, c'est un verrou majeur pour la suite du développement du tourisme durable. Donc, quelle pourrait être une expérience possible, plus harmonieuse pour s'engager dans le tourisme durable, plus efficiente aussi? La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est peut-être qu'il serait intéressant de remettre en question la philosophie des petits pas, qui en fait s'avère contre-productive. On fait beaucoup d'actions, on s'éparpille, on perd le sens, on est fatigué. Il est peut-être temps d'intégrer ces actions dans un tout. Les acteurs de cette tribu qui continuent à être engagés, boostés par le tourisme durable, sont ceux qui ont su reconsidérer leur stratégie d'entreprise et le mêler avec le tourisme durable. Donc il me semble qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'arriver à tisser un fil conducteur plus transverse pour intégrer les actions aujourd'hui isolées. Non, attendez. Le deuxième point va concerner les structures d'accompagnement du tourisme. Elles sont nombreuses dans ce territoire, elles font de fort belles choses. Elles restent encore souvent pas assez lisibles pour les acteurs professionnels. Est-ce qu'il ne serait pas l'occasion de réinventer l'accompagnement pour justement le positionner sur cet axe stratégique, aider les entreprises à réinterpréter leur stratégie d'entreprise pour y intégrer le tourisme durable et, dans un second temps, les aider à monter des dossiers pour les actions plus ciblées. Et du coup, être en capacité de proposer un accompagnement plus lisible, plus accessible pour les acteurs professionnels. Le troisième axe concerne le verrou majeur dont je vous parlais. Donc, vous vous souvenez, il y a une fausse croyance que business et tourisme durable seraient un peu incompatibles. Pour craquer le code, pour craquer ce verrou, il faut s'attaquer directement au business model. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire péter le verrou si on parle d'autre chose. C'est-à-dire que la préoccupation du chiffre d'affaires, elle est normale. Dès qu'on dirige une activité, on est préoccupé par son chiffre d'affaires. Et donc le fait de travailler sur son business model avec donc l'économie régénérative, ce que vous avez donc affiché derrière moi, peut vraiment permettre à la fois de travailler sur la dimension économique et d'intégrer la création de valeur sociale, environnementale et économique. Je ne peux pas aujourd'hui, et j'en suis bien désolée, creuser cette question de l'économie régénérative auquel je crois beaucoup. Je vous conseille de jeter un petit coup d'œil. Il me tarde de pouvoir mettre des ateliers en place avec Charente Tourisme sur ce point-là. Vous voyez, en fait, on vient tous d'une économie, on va dire, prédatrice, où on consommait des ressources. Petit à petit, on a essayé de faire du durable, on a essayé de limiter notre impact à zéro. Aujourd'hui, il faut régénérer et donc créer de la valeur environnementale. Le dernier point va concerner les coopérations. J'ai trouvé, en étant sur le terrain, qu'il y avait peu de coopération entre professionnels. Et il me semble qu'il est grand temps de se mettre à travailler ensemble, avec les habitants, avec les voyageurs, avec les partenaires, avec les concurrents, de mettre à l'ordre du jour la compétition, d'imaginer des stratégies locales innovantes. Peut-être qu'il serait même opportun de travailler sur un futur commun avec les habitants, avec les partenaires. Peut-être même
qu'on pourrait co-designer la question de l'habitabilité de nos territoires, celle de demain. Pour conclure, l'anthropologie m'a permis de mettre en évidence 4 choses qui étaient dans la face cachée que je n'aurais pas vues si je n'avais pas été anthropologue. Le premier, le risque de décrochage du fait de l'addition de micro-actions dont on perd le sens et qui nous épuisent. Le second, le verrou, c'est-à-dire l'opposition que l'on se fait entre le business et le tourisme durable. Le troisième, craquer ce verrou avec une approche en économie régénérative. Et le dernier, donc le co-design de l'habitabilité de nos territoires. Je remercie encore Charente Tourisme pour m'avoir permis de faire cette étude et tous les acteurs pros qui m'ont accueilli chez eux. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Marie.